Mais avant de nous plonger dans les sombres derniers jours de Versailles, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car vous y trouverez des histoires macabres, des mystères historiques et des secrets troublants que le temps a tenté de dissimuler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De quelle ville et de quel pays suivez-vous ce reportage? Le vent froid qui balayait les jardins de château de Versailles durant l'hiver 1789, il y avait plus que l'odeur humide de la terre battue. Une tension invisible, presque palpable, s'insinuait dans les murs dorés du palais comme une maladie silencieuse. Dehors, la France bouillonnait, à l'intérieur, on feignait la normalité. Étienne Morel avançait d'un pas mesuré dans les longs couloirs éclairés par des lustres, dont les lumières vacillaient comme si elles réagissaient à un événement encore à venir. Élevé comme simple agent d'entretien, il avait appris à se faire invisible, une compétence essentielle dans ce lieu où trop voir pouvait être fatal. Ses yeux, pourtant, ne laissaient rien passer. Portes entr'ouvertes, chuchotements interrompus, regards fuyants. Cette nuit-là, quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement le silence inhabituel qui régnait dans les ailes nobles, ni l'absence de rires ou de musique, c'était le sentiment que le palais lui-même nous observait, comme si Versailles était vivant et en attente. En ajustant une des torches dans la galerie des glaces, Étienne remarqua une tache sombre, se reflétant sur le sol de marbre poli. Elle n'aurait pas dû être là. Il se pencha lentement et passa ses doigts sur la surface froide. Le liquide commençait déjà à sécher. Sang. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était incompréhensible. Tout incident survenu à ce niveau du palais était immédiatement étouffé, nettoyé, effacé, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Mais elle était là, exposée, négligée, et pire encore, c'est récent. Le bruit de pas au loin le fit se lever brusquement. Il se réfugia à l'ombre d'une colonne, observant deux gardes traverser le couloir avec une hâte inhabituelle. Ils ne s'adressèrent pas la parole, mais leur visage trahissait une émotion mêlant peur et urgence. L'un d'eux portait un chiffon taché, tentant en vain de dissimuler le même rouge sombre qu'Étienne venait de toucher. Il s'était passé quelque chose, et quelqu'un essayait de le dissimuler. De l'autre côté du palais, dans une aile interdite où peu de personnes étaient autorisées à entrer, la comtesse Marguerite de Villeroy contemplait par la fenêtre les lointaines portes de Versailles. La foule, au-delà, grossissait de jour en jour, paysans, ouvriers, voix affamées et furieuses. Mais ce n'était pas là ce qui la préoccupait. Voilà ce qui se passait à l'intérieur. Elle fit lentement tourner la bague à son doigt, une vieille habitude presque machinale, tandis que son esprit repassait en revue les événements des dernières semaines. Des disparitions, des domestiques remplacés sans explication, des ordres donnés en secret, et maintenant du sang. Marguerite n'était pas une femme facile à impressionner. Elle avait survécu à la cour pendant des décennies, précisément, parce qu'elle savait quand ignorer et quand enquêter. Et à ce moment précis, ignorer signifiait la mort. Elle s'éloigna de la fenêtre et se dirigea vers un petit bureau où reposait une enveloppe scellée, chose inhabituelle même pour la noblesse. Point d'armoirie, seulement un symbole étrange, presque effacé, comme s'il ne devait pas être reconnu. Elle ne l'avait pas encore ouvert, peut-être par peur, peut-être parce qu'il savait qu'une fois que ce serait fait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pendant ce temps, Étienne, toujours tapi dans l'ombre du couloir, décida de faire quelque chose qu'il faisait rarement, suivre les gardes. Ses pas étaient légers, presque imperceptibles, guidés par des années de pratique. Il descendit des escaliers latéraux, traversa des couloirs étroits et faiblement éclairés, jusqu'à atteindre une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Mais c'était le cas. Et de l'intérieur d'elle émanait une odeur qu'il reconnut immédiatement. Ce n'était pas seulement du sang, c'était la mort. Il hésita un instant, juste le temps de comprendre que la situation dépassait le cadre de la simple erreur ou du moindre accident. On dissimulait quelque chose à Versailles, quelque chose qui n'avait rien à y faire. Malgré tout, il poussa la porte. Ce qu'elle vit la glaça le corps.
Au centre de la pièce, éclairé par la faible lueur des bougies, gisait un corps, ou ce qu'il en restait. La peau était marquée de symboles étranges, de coupures trop précises pour être l'œuvre d'une violence ordinaire. Autour, des objets étaient soigneusement disposés, des bougies, des tissus sombres et un livre ouvert aux pages tachées. Ce n'était pas un meurtre, c'était un rituel. Un craquement sec résonna derrière lui. Étienne se retourna lentement, et il réalisa trop tard qu'il n'était pas seul. Le corps a été enlevé avant l'aube. Lorsque les premiers domestiques commencèrent à circuler dans les couloirs de Versailles, il ne restait plus aucune trace visible de ce qui s'était passé dans cette pièce. Ni tache, ni objet, ni indice. Pourtant, quelque chose persistait, comme un parfum qui ne se dissipe jamais complètement ou un souvenir qui s'obstine à ressurgir malgré les efforts pour l'oublier. Étienne n'avait pas dormi. Dès l'instant où il s'était retiré de la pièce et avait réussi à s'échapper sans être vu, ou du moins le croyait-il, son esprit s'emballait. Chaque détail de la scène se répétait avec une précision cruelle. Les symboles gravés dans la peau, la disposition méticuleuse des objets, le silence pesant qui régnait dans la pièce. Ce n'était pas l'œuvre du désespoir ou de la folie. Il y avait une méthode, une intention et le pouvoir. Ce matin-là, il reprit ses fonctions comme si de rien n'était. Il arpentait les couloirs avec la même discrétion, ajustant les rideaux, nettoyant les surfaces, toujours attentif, plus que jamais, au moindre signe qui serait passé inaperçu auparavant. Versailles, qui avait été jadis un labyrinthe de luxe et d'excès, se révélait désormais comme un organisme fragmenté, foisonnant de zones cachées et de comportements étranges. Les domestiques chuchotaient plus que d'habitude, mais pas au sujet de la Révolution. Ils parlaient de disparition. « Encore un de l'aile nord », murmura une femme de chambre en passant près de lui, sans se rendre compte qu'on l'entendait. Il a disparu du jour au lendemain. On n'a même pas prononcé son nom aujourd'hui. « Ordre direct », répondit un autre à voix basse. « On dit qu'il vaut mieux ne pas demander. » Étienne n'a pas interrompu. Il s'est contenté d'enregistrer. Le motif commençait à se dessiner. Pendant ce temps, ailleurs dans le palais, la comtesse Marguerite de Villeroy a finalement brisé le sceau de l'enveloppe noire. Le craquement sec de la cire qui se brisait semblait trop fort dans le silence de la pièce. À l'intérieur, une seule feuille, aucune signature, aucune présentation n'est nécessaire. Le message était court. Ils ont déjà commencé. Versailles ne tombera pas de la faim, mais de ce qui l'habite. Marguerite relut la phrase plusieurs fois, son regard se durcissant à chaque répétition. Ce n'était pas un avertissement ordinaire, c'était un constat, un rapport peut-être, ou une menace. Elle ne croyait pas aux superstitions, mais elle croyait au jeu de pouvoir, et cela en faisait clairement partie. Il conserva la lettre sans hésiter et prit une décision immédiate. Il lui fallait des informations, de vraies informations, pas des rumeurs filtrées par le tribunal. Et pour cela, il devrait descendre. En descendant au-delà des quartiers nobles, là où l'or laissait place à la pierre brute et où le parfum cédait le pas à l'humidité et à la rouille, on découvrait les niveaux inférieurs de Versailles, rarement fréquentés par des gens de son rang, et précisément pour cette raison, idéaux pour dissimuler ce qui ne devait pas être vu. Ce même matin, leurs chemins ont failli croiser celui d'Étienne. Il portait un seau vide en descendant un couloir latéral menant à l'escalier de service. Elle apparut de l'autre côté, enveloppée dans une cape sombre qui dissimulait partiellement son visage. Ils ralentirent tous deux le pas en se reconnaissant. Ils échangèrent un bref regard. Étienne la reconnut immédiatement, la noblesse. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Ce n'était plus le regard distant et indifférent auquel il était habitué. Il y avait de la concentration, de la conscience. Elle, à son tour, remarqua quelque chose d'inhabituel chez ce domestique. Il ne baissa pas immédiatement les yeux. Il observait, il analysait. Ils n'ont rien dit. Ils se sont séparés. Mais tous deux comprenaient, même de façon vague, que cette rencontre n'avait pas été anodine. Tout au long de la journée, Marguerite s'aventura dans des couloirs de plus en plus oubliés, guidée par des bribes d'informations et une intuition qui la trahissait rarement. Elle découvrit des portes récemment verrouillées, des zones isolées et inexpliquées, et des gardes postés à des endroits d'une logique stratégique inexplicable.
Ce n'était pas une protection. C'était une question de retenue. Dans l'un de ces passages, il a entendu des voix. Mais il ne s'agissait pas de conversations ordinaires. Il s'agissait de fragments de récitation, des mots répétés à un rythme lent et régulier, comme une prière ou une procédure. Elle s'approcha suffisamment pour comprendre que ce n'était ni du latin ni du français. Cela n'appartenait pas à cette époque, même pas jusqu'à cet endroit. Elle s'est retirée sans être vue. Entre-temps, Étienne décida de retourner dans la pièce où tout avait commencé. Je savais que c'était une erreur, mais je savais aussi qu'ignorer ce problème revenait à rester aveugle. Cette fois-ci, il trouva la porte verrouillée, fermée, mais pas intacte. Le bois portait des marques récentes, comme si quelque chose avait été arraché à la hâte. Il passa la main sur la surface, sentant les irrégularités, reconstituant mentalement ce qui s'était passé là quelques heures auparavant. Il remarqua alors quelque chose qui n'était pas là la veille. Un symbole, petite, presque invisible, sculpté près de la poignée de porte. Le même schéma qui se répète sur le corps. Ce n'était pas simplement une partie du rituel, c'était une marque. Un avertissement. Ou un timbre. À ce moment-là, une chose lui apparut clairement. Il ne s'agissait pas d'un événement isolé, c'était un système, et il était actif. La nuit venue, Versailles retrouvait son calme artificiel, lumière, musique, pas feutrée, une mise en scène soignée de la normalité, tandis que quelque chose se tramait en dessous. Mais il y avait désormais 2 observateurs conscients. Et tous 2 avaient commencé à prendre conscience de la même vérité, bien que par des chemins différents. Le danger ne venait pas de l'extérieur des portes, j'étais à l'intérieur, et la situation était déjà trop avancée pour être contenue. La nuit tomba sur Versailles avec une rapidité inhabituelle, comme si le ciel lui-même voulait dissimuler ce qui se passait à l'intérieur. Les lumières du palais s'allumèrent les unes après les autres, illuminant les salles et les couloirs, d'une lueur dorée qui, de loin, entretenait encore l'illusion de grandeur. Mais sous ce vernis, le rythme avait changé. Maintenant, tout s'est passé plus vite, et avec moins de soin. Étienne s'en rendit compte lorsqu'il remarqua un phénomène inhabituel. Des ordres contradictoires circulaient parmi les domestiques. Un contremaître ordonnait la fermeture d'une aile entière, tandis qu'un autre la faisait nettoyer et préparer pour un usage immédiat. Les gardes se déplaçaient sans logique apparente, apparaissant à des endroits improbables et disparaissant avant même qu'on puisse donner la moindre explication. C'était la désorganisation, mais pas un échec. C'était l'effet d'un facteur plus important qui exerçait une pression sur le système. Établir de nouvelles priorités. Il a profité de cette confusion. Alors qu'auparavant il devait se cacher, il lui suffisait désormais de se fondre dans la masse. Muni d'outils et assumant des tâches qui n'étaient pas les siennes, il commença à accéder à des zones normalement inaccessibles. Chaque nouvel espace révélait des fragments d'une même structure invisible, portes renforcées, symboles discrets, traces d'activités étrangères à la routine du palais. Dans une aile inférieure, il a trouvé quelque chose de différent. Ce n'était pas du sang, aucune marque. Il y avait silence, un silence absolu et pesant régnait, comme s'il absorbait le moindre bruit. Il avança prudemment, sentant son cœur battre la chamade. Au bout du couloir, il trouva une porte entr'ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de corps. Il y avait des gens, assis, immobiliers. 5 serviteurs alignés sur de simples chaises fixaient le mur d'un regard vide. Leurs yeux étaient ouverts, mais vides, comme si on leur avait pris quelque chose, ne laissant subsister que leur corps. Étienne s'approcha lentement. « Ça va ?» murmura-t-il sans attendre de réponse. Aucun d'eux n'a réagi. Pas un seul mouvement, pas même un clignement d'œil. Mais alors, presque imperceptiblement, un des doigts d'une des figures bougea. Non pas comme un geste volontaire, mais comme une contraction mécanique involontaire. Ce n'était pas la mort. Mais ce n'était pas la vie non plus. Avant qu'il puisse s'approcher davantage, il entendit des pas derrière lui. Cette fois, il n'a pas eu le temps de se cacher. 2 hommes entrèrent dans la pièce. Ils ne portaient pas l'uniforme de garde habituel. Leurs vêtements étaient discrets, presque religieux, mais sans aucun symbole identifiable.
L'un d'eux portait un petit objet métallique, semblable à un instrument chirurgical. Il n'avait pas l'air surpris de voir Étienne. Le premier prit la parole, d'une voix basse et maîtrisée. « Tu ne devrais pas être ici, ce n'était pas une menace, c'était un fait. » Étienne recula d'un pas, évaluant rapidement les possibilités. Fuir serait inutile dans cet espace confiné. Résister serait encore pire. Il fit donc ce qu'il avait appris tout au long de sa vie. Il a observé. Le second homme s'approcha d'un des serviteurs immobiles et, avec précision, pressa l'objet métallique contre la base du cou de la victime. Un bref frisson parcourut son corps. Et ensuite, la réaction. Les yeux ont bougé. La respiration est revenue, mais quelque chose clochait. Tout à fait faux. La personne respirait, oui, mais ne semblait pas consciente. Ses mouvements étaient lents, décousus, comme si elle était manipulée à distance. Processus incomplet, dit l'homme, presque pour lui-même. Encore instable. Étienne comprit à ce moment-là, il ne s'agissait pas simplement d'élimination, ce fut une transformation, et ça ne fonctionnait pas toujours. Le premier homme tourna son attention vers lui. « Vous en avez trop vu. » Oui, il y avait une intention dans la voix, mais avant que la moindre action puisse être entreprise, un son lointain interrompit l'instant. Un grand bruit, fort, venant de la direction des portes. Les trois hommes se tournèrent instinctivement dans la même direction. Pendant une seconde, la tension changea de sujet, et Étienne en profita. Mail. Il quitta la pièce avant qu'il n'ait pu réagir, traversant le couloir avec une rapidité qui contrastait avec sa discrétion habituelle. Il monta les escaliers, s'engagea dans les passages et disparut dans le dédale des bâtiments de Versailles. Derrière lui, des pas commencèrent à résonner, mais ils ne l'ont pas suivi très longtemps, car à ce moment-là, quelque chose de plus important s'était produit. Dehors, la foule commençait enfin à avancer, et à l'intérieur du palais, la réaction fut immédiate. L'alarme silencieuse fut déclenchée, non pas par des sonneries ou des cris, mais par des mouvements coordonnés. Les portes furent scellées, les gardes se repositionnèrent. Et au plus profond des bâtiments, l'activité s'intensifia. Marguerite la pressentit avant même d'en entendre la moindre confirmation. Elle se trouvait dans l'une des galeries supérieures lorsqu'elle remarqua le changement. Le flux de personnes s'était modifié, les regards étaient devenus plus tendus, les ordres plus directs. Elle s'approcha d'une fenêtre. Dehors, des torches, beaucoup d'eux. La révolution n'était plus une menace lointaine. Il était là. Mais contrairement à ce que tout le monde craignait, Marguerite ne voyait pas cela comme le plus grand danger. Car maintenant, elle savait, si ce qui se passait à Versailles venait à être révélé, la révolution ne serait que le début. Elle s'éloigna de la fenêtre et prit une décision finale. Il ne suffisait pas d'observer, il était temps d'agir. Pendant ce temps, caché dans d'étroits couloirs et passages, la respiration encore irrégulière, Étienne s'appuya contre le mur froid et laissa enfin la réalité s'installer. Cela ne pouvait pas continuer, mais il ne pouvait pas non plus être affiché de manière habituelle, parce que personne ne le croirait. Et même s'ils y croyaient, il était peut-être déjà trop tard. La pression a commencé à se manifester de manière plus subtile et plus dangereuse. Versailles n'était plus seulement le théâtre d'événements occultes, mais un système au bord de l'effondrement où de multiples forces agissaient simultanément, chacune poursuivant ses propres objectifs. La révolte à l'extérieur progressait comme une marée inéluctable, mais à l'intérieur du palais, quelque chose d'encore plus méticuleux se tramait, silencieux et précis. Étienne s'aperçut qu'il n'était pas suivi, ce qui, en soi, était inquiétant. Si ces hommes avaient vraiment voulu le capturer, ils y seraient parvenus. Ils connaissaient la région mieux que n'importe quel domestique, peut-être même mieux que lui. Pourtant, ils avaient abandonné la poursuite. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Il n'était plus la priorité. Ou pire, ça n'a jamais été le cas. Cette prise de conscience a ouvert une nouvelle perspective. Ce qui se passait là-bas ne dépendait pas d'un secret absolu, mais seulement d'un contrôle. Petite défaillance, témoins isolés, voire évasion. Tout cela semblait avoir été prévu au sein d'un système plus vaste, et cela n'a fait qu'empirer les choses. Il entreprit alors de rechercher des schémas plus concrets.
Il commença à se représenter mentalement les lieux où il avait trouvé des signes. La salle rituelle, le couloir silencieux avec les serviteurs immobiles, les passages obstrués. Il y avait une logique spatiale, une distribution stratégique. Et tous les points convergeaient vers le même secteur, les zones souterraines les plus profondes. Pendant ce temps, Marguerite naviguait dans un autre genre de labyrinthe, non pas physique, mais politique. Elle était brièvement remontée à la surface du palais, juste le temps de tester une chose. Dans quelle mesure la cour était-elle consciente de ce qui se passait? La réponse est arrivée rapidement. Lors d'une petite réunion dans la salle secondaire, il observa attentivement les personnes présentes, nobles, conseillers, fonctionnaires. Il parlait de la crise extérieure avec une inquiétude convenue, discutant de mesures, de stratégies et de réputation. Mais aucun d'eux n'a mentionné les disparitions. Aucun. Même pas à titre de rumeur. Il était impossible qu'ils ne le sachent pas. Ils étaient donc impliqués, ou être délibérément tenus dans l'ignorance. Marguerite décida d'insister discrètement. Il s'adressa à l'un des hommes les plus influents présents, quelqu'un qui, en temps normal, n'aurait jamais hésité à affirmer sa maîtrise absolue de la situation. En quelques mots soigneusement choisis, il évoqua la disparition de domestiques dans l'aile nord. La réaction a été minime, trop contrôlée. Il ne l'a pas nié, mais il n'a pas posé la question non plus. Il a simplement changé de sujet. Cela a tout confirmé. Au sein même de l'élite de Versailles, une division existait. Ceux qui savaient, ceux qui soupçonnaient, et ceux qui étaient manipulés. Ce fut la première intrigue secondaire à se concrétiser, un jeu de pouvoir interne, où tous les participants ne comprenaient pas les enjeux sur lesquels ils se trouvaient. Parallèlement, à des niveaux inférieurs, une dynamique différente se déployait. Étienne finit par trouver l'accès à l'une des plus anciennes entrées du réseau souterrain. Un passage partiellement oublié, utilisé des décennies auparavant pour le transport de matériaux. La structure était instable, mal éclairée, et avait manifestement été récemment réaménagée. Ne pas utilisée pour l'entretien, mais pour une utilisation continue. En avançant, il remarqua quelque chose de nouveau, des marques sur les murs, non pas comme symbole rituel, mais comme indication. Flèches, codes, petites indications, un système de navigation interne. Cela impliquait une organisation à grande échelle, bien plus que de simples rituels isolés. C'était une opération. À un moment donné, il a entendu des voix, mais différents des précédents, plus humains, plus désespérés. Il s'approcha avec prudence et découvrit une petite pièce de fortune où 3 personnes étaient réunies. Ce n'étaient ni des gardes, ni des figures d'autorité. C'étaient des domestiques, comme lui. Mais il n'était pas passif, il se cachait. L'un d'eux tenait un couteau de cuisine, un autre appliquait un linge sur son bras où une blessure récente saignait encore. Le troisième surveillait l'entrée avec une attention constante. Il n'attendait pas de visite. La tension fut immédiate. « Arrêtez-vous là », dit l'homme au couteau d'une voix basse mais ferme. Un pas de plus et « Je ne suis pas avec eux », l'interrompit Étienne, sans plus de précision. Sa voix était calme, mais empreinte d'urgence. « J'ai vu ce qu'ils font. » Le silence qui suivit était sans pareil. Ce n'était pas de la peur, c'était une reconnaissance. La femme blessée a été la première à réagir. « Vous l'avez vu aussi ?» Ce n'était pas une question, c'était une confirmation. À partir de ce moment-là, une nouvelle dimension de la situation a commencé à se dessiner. Ils expliquèrent, par bribes, des gens étaient emmenés la nuit, pas toujours de force. Certains revenaient changés. D'autres disparaissaient à jamais. Il y avait des zones à éviter, des panneaux indicateurs pour ceux qui savaient les reconnaître. Et il y avait autre chose, une date limite. Ils accélèrent le rythme, dit l'homme au couteau. Avant, c'était 1 ou 2 par nuit. Maintenant, ce sont des groupes. Pourquoi ? Demanda Étienne. Personne n'a répondu immédiatement, parce que tout le monde savait que la réponse, quelle qu'elle soit, serait pire que la question. Voici la deuxième intrigue secondaire, la formation d'un noyau de résistance informel au sein même du système, composé de ceux qui en avaient trop vu et qui avaient survécu. Mais une troisième couche était encore en train d'apparaître.
De retour dans les zones inférieures, Marguerite remarqua quelque chose qui changea complètement la situation. Ce n'étaient pas seulement les créatures qui étaient affectées. Elle a trouvé des documents, partiels, cachés, mais suffisamment clairs. Nom, titre, date, certains appartenaient à la noblesse, retirés discrètement, remplacés, ou convertis. Ça a tout changé. Ce qui se passait n'était pas une expérience isolée. Il s'agissait d'une infiltration progressive, verticale, du niveau le plus bas au plus haut. Et cela signifiait qu'à un moment donné, même le contrôle de Versailles n'était plus entre les mains de ceux qui croyaient gouverner. Lorsque les chemins d'Étienne et de Marguerite se croisèrent enfin à nouveau, il n'y eut aucune surprise. Compréhension immédiate, ils étaient tous deux allés trop loin pour s'ignorer, et maintenant, pour la première fois, ils n'étaient plus seuls. Mais le temps pressait, car tandis que de petites alliances se formaient dans l'ombre, quelque chose de bien plus important prenait forme au centre du palais. Il a ensuite répondu « la conclusion ». Avant même qu'une réaction soit possible, un son grave résonna dans toute la structure. Cela ne venait pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Les portes avaient cédé, la Révolution était entrée à Versailles. Mais à ce moment-là, personne dans la salle ne semblait inquiet. Au contraire, il y avait une attente, comme si cela faisait partie du plan. Marguerite s'avança, la voix assurée. « Vous profitez du chaos comme couverture. » L'homme inclina légèrement la tête. « Non, corrigea-t-il. Je l'utilise comme catalyseur. » Il fit un autre geste. Et puis quelque chose s'est produit. Les corps immobiles autour d'eux commencèrent à bouger, non pas de façon incontrôlable, mais de façon coordonnée. Lentement au début, puis de plus en plus régulièrement, comme des pièces qui s'activaient toutes en même temps. Ils n'étaient pas réveillés. Ils étaient en cours d'activation. Étienne en ressentit l'impact avec une clarté brutale. Ce n'était pas une expérience. Il ne s'agissait pas d'une série de rituels isolés. C'était de la préparation, à ce moment précis, et maintenant c'était terminé. La révélation était inévitable. Quoi que ce soit qui se créa là, cela n'était pas destiné à rester caché. Il était censé sortir, et la révolution, vue de l'extérieur, n'était pas l'ennemi. C'était la distraction parfaite. Tandis que le monde entier contemplait les portes, le véritable effondrement a commencé de l'intérieur. Et c'était presque prêt. La décision d'agir n'a apporté aucun soulagement, seulement une direction. Étienne et Marguerite n'avaient besoin ni de longues explications, ni d'alliances formelles. Un simple échange d'informations objectives et directes leur suffisait pour comprendre qu'ils s'intéressaient à différentes parties d'un même mécanisme. Il apportait la connaissance de structures cachées, de couloirs oubliés et d'anomalies physiques. Elle, une perspicacité politique, des schémas comportementaux et la certitude que ce mécanisme avait déjà échappé à tout contrôle institutionnel. Le point de convergence était clair. Le noyau. Tout menait au centre souterrain de Versailles. Et cette nuit-là, alors que l'activité extérieure atteignait des niveaux critiques, les portes étaient fermées, les cris se rapprochaient de plus en plus, le système interne s'est accéléré de manière quasi incontrôlable. Il était temps, où cela ne se reproduirait plus jamais. La descente commença sans cérémonie. Accompagnés des 3 survivants qu'Étienne avait rencontrés plus tôt, ils progressèrent dans les passages inférieurs à un rythme calculé. L'atmosphère était différente, plus animée, plus éclairée, plus préparée. Les marques sur les murs étaient désormais plus fréquentes et des plus récentes. Dans certaines parties du bâtiment, on pouvait entendre des mouvements intenses derrière les murs, des objets déplacés, des voix au ton ferme, des pas coordonnés. Il n'y avait plus aucune tentative de dissimulation complète. C'était une opération dans sa phase finale. Alors qu'ils approchaient de ce qu'Étienne avait identifié comme le point de convergence structurelle maximale, une zone où se rejoignaient plusieurs couloirs anciens, ils remarquèrent quelque chose d'inattendu. Il n'y avait pas de garde, pas de barrière directe. L'entrée était ouverte, comme une invitation ou un piège. Marguerite fut la première à comprendre. « Ils veulent que quelqu'un les voie, dit-il doucement. Ou ils s'en fichent.
Personne n'a répondu. Mais tout le monde a continué d'avancer. L'espace central était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Une chambre spacieuse, soutenue par d'anciens piliers, partiellement rénovée avec des structures plus récentes. Le contraste était frappant, la pierre ancienne et les interventions modernes, improvisées mais fonctionnelles. Au centre, une structure. Ce n'est pas un hôtel traditionnel, mais quelque chose comme une plateforme surélevée, entourée d'appareils, d'objets et de personnes. Beaucoup certaines propriétés, comme celles qu'Étienne avait déjà vues, d'autres en cours, des hommes et des femmes vêtus de la même tenue discrète qu'il reconnut à présent comme appartenant au groupe responsable, se déplaçaient avec précision, accomplissant des tâches spécifiques, tels les rouages d'une machine plus vaste. Et alors, il vit un visage familier, l'homme qui, quelques heures plus tôt, avait pressé l'instrument métallique contre le cou d'un des domestiques. Mais à présent, il n'opérait plus. J'étais en train d'observer, surveillance, et à côté de lui, une autre silhouette. Plus vieux, propriété. Une présence qui n'avait pas besoin de mouvement pour s'affirmer. Marguerite l'a reconnu avant tout le monde. Et, pour la première fois depuis le début, son expression changea. Non pas par peur, mais d'une compréhension absolue. « Ce n'est pas une infiltration, murmura-t-il. C'est une question de leadership. » L'homme, au centre, celui que tout le monde suivait sans se poser de questions, n'était ni un intrus ni un étranger. Il appartenait à l'intérieur même des rouages du pouvoir à Versailles, quelqu'un qui avait toujours été là, invisible non par absence, mais par intégration complète. La personne responsable ne s'était pas connectée au système, il l'avait construit. À ce moment-là, comme en réponse à cette reconnaissance, l'homme leva lentement les yeux dans leur direction. Aucune surprise ne transparaissait sur son visage, pas de précipitation, simple prise de conscience. Il savait qu'ils étaient là, et il le permettrait. Un simple geste de la main suffisait à interrompre toute activité alentour. Le silence qui suivit fut immédiat et absolu, comme si chaque personne présente était unie à une volonté centrale unique. Puis il prit la parole. « Vous êtes allé plus loin que prévu. » La voix n'était pas forte, mais elle couvrait tout l'espace, sans effort. « Ça facilite les choses. » Étienne fit un pas en avant, poussé par quelque chose qui n'était plus seulement de la curiosité ou de la peur. C'était nécessaire. « Qu'est-ce que cela facilite ?» L'homme l'observa un bref instant, comme pour évaluer non seulement sa présence, mais aussi sa valeur. L'impact initial n'a pas été accompagné de cris, cela s'est accompagné de mouvements. Dès que les corps entourant la structure centrale commencèrent à s'élever, l'équilibre au sein de la chambre fut définitivement rompu. Il n'y avait plus de place pour le doute, l'analyse ou l'hésitation. Tout ce qu'Étienne, Marguerite et les autres avaient découvert se matérialisait désormais devant eux, à une échelle impossible à contenir. Les convertis n'ont pas attaqué immédiatement. Ils se sont organisés. C'était la première différence et la plus inquiétante. Chacun prit position, comme obéissant à un ordre invisible, formant une structure vivante qui encercla lentement le groupe d'intrus. Leur mouvement était le ferme, coordonné, mais dénué de toute émotion. Il n'y avait ni colère ni précipitation, juste une exécution. « Redescendez !» dit Marguerite d'une voix basse et maîtrisée. Ce n'était pas une demande, c'était un calcul. Il n'était pas en mesure de procéder à une confrontation directe. Pas contre cela. Étienne s'en rendit vite compte. Il observa les schémas, les temps de réaction, la façon dont les corps se positionnaient. Ce n'était pas désorganisé, c'était un système actif qui s'ajustait en temps réel. Ils commencèrent à battre en retraite en bloc, gardant leur distance, cherchant le seul avantage qui leur restait, la mobilité. Mais l'atmosphère n'était plus la même. Les portes qui étaient ouvertes commencèrent à se refermer lentement autour de la chambre. Non pas brutalement, mais avec une précision mécanique. Les sorties furent réduites, les passages furent contrôlés. L'homme au centre ne bougeait pas. Je regardais. Comme si tout se déroulait comme prévu. Pendant ce temps, à l'extérieur de la chambre,
Les bruits de la Révolution commencèrent à envahir les niveaux inférieurs. Des pas désordonnés, des cris, des objets qui se brisent. La foule avait enfin percé les apparences à Versailles. Mais il y avait un problème. Ils ne savaient pas où ils allaient, et ils recevaient des instructions. Marguerite l'a remarqué en premier. « Il guide la foule », dit-il en regardant autour de lui, faisant des liens. « Ce n'est pas le chaos, c'est une guidance. » Et puis, tout est devenu clair. Les couloirs supérieurs étaient aménagés pour canaliser les envahisseurs vers des zones spécifiques, non pas pour affronter la noblesse, mais pour entrer en contact avec les rouages internes. Plus de corps, plus de matières premières, plus de conversion. La Révolution, qui était censée détruire Versailles, était en train d'être absorbée par elle, transformée. À l'intérieur de la chambre, la pression augmenta. L'un des survivants, l'homme au couteau, s'est jeté impulsivement sur l'un des convertis, cherchant à se dégager. Le coup fut précis et direct. C'est inutile. La lame a frappé, mais il n'y a pas eu de réaction normale. Le corps a simplement absorbé l'impact et a réagi par un mouvement trop rapide pour être suivi. En quelques secondes, l'homme était immobilisé, terrassé par une force maîtrisée. Il n'a pas été tué. L'incident a été contenu et traîné avec lui. « Ne vous battez pas !» cria Étienne, trop tard pour l'arrêter. Cela confirmait le pire scénario. Ils n'étaient pas éliminés. Ils étaient en cours de collecte. Marguerite a rapidement adapté sa stratégie. Mouvement latéral. Maintenant. Ils changèrent de cap, renonçant à une retraite directe et exploitant une étroite brèche entre deux groupes encore en pleine réorganisation. Cela fonctionna pendant quelques secondes. Assez. Ils ont réussi à s'échapper de la formation principale et à atteindre l'un des couloirs secondaires avant que la structure ne se referme complètement. Derrière eux, on entendit de nouveau le bruit de la réorganisation. Aucune poursuite immédiate. Encore une fois, il ne s'agit pas de négligence. C'était le contrôle. Ils n'avaient pas besoin de courir. Ils savaient que l'environnement ferait le travail. À mesure qu'ils progressaient dans les couloirs inférieurs, la situation extérieure entrait en collision irréversible avec la situation intérieure. Des groupes d'envahisseurs avaient déjà atteint les niveaux inférieurs, sans rencontrer de résistance. Ils trouvèrent le silence. Et puis, ils ont trouvé autre chose. De loin, Étienne fut témoin du premier contact. Un groupe de civils avançait dans un couloir latéral, armés d'outils de fortune, le visage marqué par la colère et le désespoir. Arrivés à un carrefour, ils s'arrêtèrent. De l'autre côté, 3 silhouettes immobiles. J'observe. Pendant un bref instant, il y eut une hésitation, puis l'un des envahisseurs s'avança. Le même schéma s'est répété, rapide, contrôlé. C'est irréversible. Marguerite détourna le regard juste assez pour ne pas perdre sa concentration. « Ils vont perdre le contrôle, dit-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Cela dépassait déjà tout contrôle humain conventionnel. » Pendant ce temps, le groupe continuait d'avancer, désormais plus petit, plus silencieux et plus conscient de l'ampleur de ce à quoi il était confronté. Ils ne fuyaient pas un seul ennemi. Ils étaient engagés dans un processus en cours. Et chaque pas qu'ils faisaient ne les éloignait pas davantage du centre, mais cela les amenait plus profondément, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un embranchement. L'un des passages ramenait au niveau supérieur, au chaos de la Révolution. L'autre, la situation a encore baissé, sombre, silencieux et actif. Étienne regarda Marguerite. Il n'avait pas besoin de se disputer. S'il parvenait à grimper, peut-être survivrait-il. S'il tombait, il pouvait comprendre. Et peut-être interrompre. Marguerite a pris la décision. Si cela se propage, dit-il fermement, il ne restera plus de France à sauver. Puis il se tourna vers l'obscurité, et il est tombé. Les autres ont suivi. Aucune garantie, pas de plan précis, seulement avec la certitude que le point de basculement était déjà survenu. Et maintenant, il ne restait plus que les conséquences. La descente finale ne laissait place à aucun doute. À chaque pas inégal, à chaque mètre avancé dans les structures oubliées sous Versailles,
Le monde d'en haut cessait d'exister comme point de repère. Il n'y avait plus de distinction nette entre noblesse et roturier, entre ordre et révolte, seulement des strates d'un même système qui révélait désormais sa véritable nature. Et pour la première fois depuis le début, Étienne cessa de réagir. Il a commencé à agir. Le changement fut subtil, mais décisif. Jusque-là, il avait survécu en observant, en évitant, en fuyant. Désormais, quelque chose s'était réorganisé en lui. Non pas un courage soudain, mais une forme d'acceptation. Il en comprenait le fonctionnement mieux que quiconque. Il connaissait les chemins, les schémas, les erreurs, et plus important encore, je commençais à comprendre les règles. Une fois parvenu au niveau le plus profond accessible, ou du moins au niveau le plus profond conservant encore une structure fonctionnelle, ils constatèrent que l'environnement avait de nouveau changé. Il n'y avait plus d'adaptation de fortune ni d'intervention récente. C'était vieux, bien plus ancien que le palais lui-même. Les murs étaient en pierre brute, érodés par le temps, marqués de symboles qui ne correspondaient pas à ceux qu'ils avaient vus auparavant. Ils étaient plus primitifs, plus denses, comme s'ils avaient été construits non pour communiquer, mais pour enfermer. Marguerite passa ses doigts sur l'une de ces marques, le visage concentré. « Ça n'a pas commencé ici », dit-il en examinant les inscriptions. « Ils ont trouvé quelque chose et l'ont adapté. Cette prise de conscience a complètement changé l'ampleur du problème. Ce qui se passait à Versailles n'était pas la création de quelque chose de nouveau. C'était l'activation de quelque chose d'ancien, et cela expliquait l'efficacité. La structure existait déjà, ils viennent d'apprendre à l'utiliser. Le groupe avança avec plus de prudence. Le silence à ce niveau n'était pas vide, il était stable, comme si tout était exactement à sa place. Aucun écho superflu, aucun mouvement intempestif, jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Une chambre plus petite et plus confinée, partiellement isolée des autres structures. Contrairement à la précédente, il n'y avait pas de mouvement constant, juste un point central, et autour de lui, des dispositifs similaires à ceux présentés ci-dessus, mais plus rudimentaires, plus directs, et ils sont toujours actifs. Au centre, une silhouette, pas immobile comme les autres, mais connectée, vive. Marguerite fut la première à comprendre ce que cela signifiait. « C'est le point de départ opérationnel », a-t-il déclaré en parlant de sa voix. Et pas le créateur, mais le point de contrôle. Étienne observait avec une attention croissante. Les motifs prenaient désormais sens. Les marques, les flux, les mouvements coordonnés au-dessus, tout s'est maintenu à partir de là, pas par magie, mais par le biais d'un système, complexe, intégré. Il est vulnérable. Il fit un pas en avant, puis un autre. Cette fois, personne ne l'a arrêté, même pas Marguerite. Parce que chacun comprenait que ce moment n'était pas un moment collectif. C'était le sien. En s'approchant, il réalisa que la personne au centre n'était pas inconsciente. Les yeux étaient ouverts et conscients. Mais les prisonniers, c'était comme si la personne était là, présente, mais incapable d'agir, un intermédiaire, une chaîne. La reconnaissance est venue lentement, pas à cause du visage, mais selon les normes. C'était quelqu'un qui avait vécu cette expérience et qui avait survécu d'une autre manière, non converti, mais intégré. Et cela a ouvert une possibilité. S'il y avait intégration, il y avait un défaut. Étienne se mit à analyser les appareils qui l'entouraient. Il ne les touchait pas, il se contentait de les observer, reliant mentalement les points. Chaque élément avait une fonction, un ordre, une séquence. Il n'était pas indestructible, il était dépendant. Marguerite observa en silence, remarquant le changement radical dans son comportement. Il n'était plus le serviteur qui s'était caché. Il connaissait le système de l'intérieur. « Si vous faites cela mal, commença-t-elle. « Je sais, l'interrompit-il sans détourner le regard, et il le savait. Parce que, pour la première fois, je n'essayais pas seulement de survivre. J'essayais d'interrompre. Les autres restèrent à leur poste, sur le qui-vive. Le temps n'était pas infini. Même à ce niveau isolé, le système supérieur demeurait actif. Et tôt ou tard, quelque chose réagirait. Étienne a identifié le premier point d'interférence.
l'un des principaux appareils, présentait une irrégularité minime, presque imperceptible, une variation dans son mode de fonctionnement, une imperfection, et toute la structure complexe en dépendait. Il s'approcha lentement, il respira, et il a agi. Il n'y a pas eu d'explosion, même pas un effondrement immédiat. La réaction fut subtile. Tout d'abord, un léger tremblement, puis un changement de rythme. Au-dessus d'eux, à des niveaux qu'ils ne pouvaient pas voir, quelque chose commença à mal tourner. Les schémas se désorganisent, les liens s'affaiblissent. Marguerite s'en est rendue compte avant tout le monde. « Vous ne l'avez pas détruit », dit-il en analysant le changement. « Vous l'avez déstabilisé. » Étienne hocha la tête, passant déjà au point suivant. « Voilà comment ça s'est passé. Ne cassez pas le système. Mais rendez-le incohérent, imprévisible. » Et ça a tout changé. Car ce qui était autrefois un contrôle absolu, une erreur commençait à se produire, et j'avais tort dans ce contexte. C'était la seule forme de liberté. Pour la première fois depuis leur entrée à Versailles, quelque chose de nouveau se lisait dans l'atmosphère. Aucun espoir, mais c'est possible, et cela suffisait. L'instabilité a commencé par un dysfonctionnement discret, mais cela n'est pas resté ainsi. L'effet de l'intervention d'Étienne se propagea rapidement au niveau supérieur, altérant progressivement le fonctionnement du système. Ce qui avait auparavant été une précision absolue, mouvement synchronisé, réponse immédiate, contrôle total, présentait désormais des retards, des écarts et de légères perturbations du schéma. Et, dans un système fondé sur le contrôle, cela a suffi à créer le chaos. Au-dessus d'eux, les convertis ne réagissaient plus avec la même uniformité. Certains mouvements devenaient imprécis, certaines actions étaient interrompues en plein milieu, comme si le lien qui les guidait se rompait momentanément. Des moments qui ont fait la différence. Les envahisseurs, toujours désorganisés et sans comprendre ce à quoi ils étaient confrontés, commencèrent à réagir différemment. Là où auparavant le confinement était immédiat, des brèches apparaissaient désormais. Petites, dangereuses, mais bien réelles. La structure commençait à perdre en efficacité. Mais il ne s'effondrait pas encore. Marguerite observait chaque changement avec attention en anticipant mentalement les conséquences. Son esprit fonctionnait avec une froideur implacable, analysant non seulement ce qui se passait, mais aussi ce qui allait suivre. « Ils compenseront », a-t-il affirmé avec fermeté. « Ce système ne repose pas sur un seul point. Vous avez créé de l'instabilité. Maintenant, il va tenter de se réorganiser. » Étienne ne répondit pas immédiatement. Il était déjà concentré sur un nouvel élément, un des dispositifs secondaires qui commençait à réagir à la précédente interférence. De petits ajustements automatiques s'opéraient, comme si le système lui-même tentait de corriger le défaut. « Alors, il faut accélérer les choses », a-t-il finalement répondu. Il n'y avait plus de place pour la prudence. Cette phase nécessitait une pression continue. Parallèlement, à des niveaux intermédiaires, les effets étaient déjà visibles de manière plus brutale. Un groupe de convertis n'est pas parvenu à contenir la foule qui avançait. Ce qui aurait dû être un confinement rapide s'est transformé en une confrontation désorganisée. Pour la première fois, il y a eu une véritable résistance. Et les pertes. Mais cela a également conduit à quelque chose d'inattendu. Confusion interne. Certains des convertis eux-mêmes commencèrent à réagir de manière incohérente, hésitant, changeant de direction, interrompant leurs actions en cours de route, comme si des fragments de conscience commençaient à émerger ou à s'entrechoquer. Le système n'était pas préparé à l'imperfection, et maintenant il était forcé de faire face à elle. De retour au niveau inférieur du noyau, le groupe en ressentit les répercussions à travers de subtiles vibrations dans la structure environnante, de légers déplacements, des sons lointains, des altérations du flux d'énergie qui traversait les appareils. Tout indiquait la même chose. La réponse allait arriver, et ce serait rapide. Marguerite prit les devants. Il faut mettre fin à ça avant qu'il ne reprenne le contrôle total, dit-il en regardant Étienne droit dans les yeux.
Tu as déjà prouvé que tu pouvais influencer le système. Maintenant, il faut frapper fort. Le point central n'est pas ici, répondit-il, articulant enfin ce qu'il avait mentalement construit depuis le début. C'est un nœud, pas l'origine. Le silence qui suivit fut bref mais pesant. Alors où est-ce ? Demanda l'un des survivants, d'un ton tendu. Étienne leva les yeux. Au-dessus d'eux. La conclusion était inévitable. Le noyau inférieur assurait son fonctionnement. Mais le commandement, j'étais dans la salle principale, là où tout a commencé, là où l'homme observait encore. Marguerite a assimilé l'information rapidement. Remonter signifiait retourner au point le plus dangereux de tout le système, désormais dans un état instable, imprévisible et potentiellement plus mortel. Mais cela signifiait aussi quelque chose d'essentiel, la seule véritable chance de tout arrêter. Puis nous sommes montés, dit-il sans hésiter. Avant même qu'il puisse bouger, l'environnement a réagi. Un son profond parcourut la structure, différent de tout ce qu'ils avaient entendu auparavant. Ce n'était ni un effondrement, ni un impact extérieur. C'était l'activation. Les appareils environnants commencèrent à s'adapter plus intensément. Des éléments auparavant inactifs se mirent à réagir. Le système ne se contentait pas de réagir. Cela évoluait, s'adaptait à l'échec. Étienne prit conscience du danger immédiat. « S'il se stabilise, nous n'aurons plus aucune chance. » Marguerite acquiesça. Pourtant, on ne leur laisse pas le temps. Le groupe s'est rapidement réorganisé. Les stratégies complexes et les plans détaillés n'avaient plus leur place. Désormais, tout reposait sur l'exécution directe. Ils sont montés, rapides, sans escale. Les couloirs qu'on empruntait auparavant avec prudence étaient désormais traversés avec précipitation. La structure environnante réagissait de manière imprévisible. Certains passages s'ouvraient, d'autres étaient bloqués, des itinéraires modifiés. Mais Étienne pouvait encore déchiffrer le système. Encore. À chaque étage gravi, les signes de conflit s'intensifiaient, bruits de confrontation, pas désordonnés, cris étouffés. La révolution et le système interne ne fonctionnaient plus de manière dissociée. Ils entraient en collision, et au cœur de cette collision, c'était la fin du chemin. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'entrée de la salle principale, ils se rendirent compte que tout avait changé. Il n'y avait plus d'ordre, même pas un silence contrôlé. La structure interne était fragmentée. Des groupes de convertis, agissant sans coordination complète, certains immobiles, d'autres en conflit direct avec les envahisseurs ou entre eux. Mais au centre, la stabilité persistait. La plateforme est restée active. Et l'homme, il était toujours là. Propriété. J'observe, en attendant. Comme s'il savait que ce moment arriverait. Marguerite marqua une brève pause, non pas par hésitation, mais pour la reconnaissance. « C'est ici que ça se termine », a-t-il dit. Étienne s'avança, pas comme avant, non plus comme quelqu'un qui réagissait au système, mais en tant que personne qui savait désormais exactement où il échouait et comment y mettre fin. Le chaos n'était plus extérieur. À présent, il respirait à l'intérieur de Versailles. La salle centrale, jadis parfaitement organisée, était devenue un champ de bataille instable où des ordres contradictoires s'affrontaient en temps réel. Les convertis se déplaçaient de façon erratique, certains s'efforçant de maintenir d'anciens schémas, d'autres se figeant en plein mouvement, comme si la structure même qui les soutenait s'effondrait de l'intérieur. Mais, au centre, rien n'avait changé. La plateforme est restée active. Et l'homme resta immobile, j'observe, en attendant. Comme si ce moment était nécessaire. Comme si tout cela, l'invasion, l'échec, l'ascension d'Étienne et Marguerite, faisait partie d'une séquence inévitable. Étienne s'arrêta à quelques mètres de la structure. Cette fois, il n'y a eu aucune hésitation. Il ne le considérait plus comme un mystère, via en tant que système. Et les systèmes, aussi complexes soient-ils, ils ont toujours un point de rupture. Marguerite resta à ses côtés, sans bouger. Son rôle n'était plus de diriger, mais de veiller à ce que personne ne vienne perturber ce moment. Les quelques survivants restants formèrent une barrière instable derrière eux,
observant les mouvements autour d'eux. L'homme a finalement bougé. Un seul pas en avant. Rien de théâtral, rien d'excessif, mais suffisamment pour que tous ceux qui les entourent, même les convertis hésitants, réduisent leur déplacement, comme si sa présence était encore le point central de tout. « Tu comprends ?» dit-il en regardant Étienne droit dans les yeux. Ce n'était pas une question. Étienne répondit sèchement. « Vous n'avez pas créé ça. » L'homme inclina légèrement la tête. « Non. Vous l'avez trouvé et vous avez établi la connexion. » Un bref silence. Après, « Et je l'ai perfectionné. » La réponse était dénuée de toute fierté. Il était empli de certitude. Étienne fit un autre pas. « Ce n'est pas du contrôle, » a-t-il poursuivi. « C'est de la dépendance. Ici, tout repose sur un flux continu, sur la stabilité, et vous avez perdu cela. » Autour de lui, comme en écho à ces mots, l'un des convertis se figea complètement et s'effondra au sol, inerte. Un autre se mit à bouger dans des directions contradictoires, comme si deux ordres le traversaient simultanément. Le système était défaillant, mais il ne s'était pas encore effondré. L'homme jeta un bref coup d'œil aux alentours, puis reporta son regard sur Étienne. « Vous avez fait sensation, dit-il, rien de plus. » Puis, pour la première fois, il fit un geste différent, plus large, plus direct, et la réponse fut immédiate. Certains des convertis, encore fonctionnels, sont passés à autre chose. Pas en masse. Mais ça suffit. Marguerite a réagi immédiatement. « Maintenant ?» ordonna-t-il. La confrontation était inévitable, court, violent, mais pas chaotique. Chaque mouvement devait créer de l'espace, pas gagner. Les survivants ont contenu l'avancée ennemie, même s'ils savaient qu'ils ne pourraient pas la maintenir longtemps. Il s'agissait de contenir l'ennemi, non de remporter la victoire. Et Étienne s'avança, directement à la structure. Il n'y avait plus d'analyse approfondie. Il le savait déjà. Tout au long de l'ascension, tout au long de l'observation, il avait identifié le schéma central. Ce n'était pas l'homme qui faisait fonctionner le système. C'était le flux entre lui et la structure, une connexion. Et les connexions peuvent être interrompues. En atteignant le premier appareil de la plateforme, il s'est rendu compte qu'il réagissait déjà, s'adaptant à sa présence, tentant de compenser l'instabilité. Trop tard. Il n'a pas essayé de l'éteindre. Ne le détruisez même pas. Cela a changé. Il a forcé une séquence dans le désordre, une pause logique. L'effet fut immédiat. Une pulsation parcourait toute la structure, telle une onde silencieuse. Les convertis ont cessé. Tous. Pendant une seconde, tout simplement. Et dans cette seconde, l'homme a perdu le contrôle. C'était minimal, quasiment imperceptible. Étienne vit. Et il passa au dernier point, le noyau. Là, où le lien était plus fort, plus direct. Marguerite a crié quelque chose, un avertissement peut-être, mais cela n'avait plus d'importance. Il était déjà engagé. Au contact du noyau, tout s'est produit simultanément. Il n'y a pas eu d'explosion, il y a eu une rupture. La structure s'est retrouvée en conflit interne. Les ordres se sont chevauchés, les flux se sont inversés. Les schémas se sont désorganisés. Ce qui était autrefois une coordination est devenu une surcharge. Les convertis ont réagi de différentes manières. Certains sont tombés, d'autres ont commencé à se déplacer de manière erratique, et certains, ils se sont complètement arrêtés, comme si quelque chose à l'intérieur d'eux avait été éteint. L'homme au centre recula pour la première fois. Un seul pas, mais important. Son expression n'était pas celle de la peur. Ce fut une surprise, non pas à cause de l'échec, mais à cause de la façon dont cela s'est passé. « Vous ne m'avez pas interrompu, » dit-elle à voix basse. « Vous êtes devenu corrompu. » Étienne ne répondit pas, parce que je savais que c'était vrai. Et c'était précisément l'objectif. La structure ne pouvait plus assurer un contrôle total, et hors de contrôle. Il n'y avait pas de système. L'effondrement a commencé. Lent au début, puis inévitablement, des éléments de la plateforme ont cédé, des appareils sont tombés en panne en série, la base de la caméra elle-même réagissant à l'instabilité accumulée. Marguerite a retenu Étienne au moment précis. « C'est terminé », a-t-il déclaré fermement.
Mais ce mot n'offrait aucune certitude, car ce qu'il voyait n'était pas simplement la fin de quelque chose, c'était la libération de tout ce qui avait été contenu. L'homme était toujours debout, mais maintenant, seul, sans le système, incontrôlable, et pour la première fois, aucune réponse immédiate. Versailles trembla, à l'intérieur et à l'extérieur, et au centre de tout cela. Ce qui avait fait tenir ce monde en place avait été brisé, irréversiblement. L'effondrement n'a pas été immédiat, mais c'était inévitable. La structure de la chambre centrale continua de s'effondrer par étapes, à l'image d'un organisme qui tente encore de fonctionner malgré la défaillance de ses organes vitaux. Des fragments de la plateforme se détachèrent, les appareils s'arrêtèrent un à un, et le son constant qui avait jadis soutenu le système, ce flux presque imperceptible, disparut lentement. Le silence qui suivit était sans pareil. Ce n'était pas du contrôle, c'était l'absence. Étienne et Marguerite battirent en retraite avec les quelques survivants, traversant les couloirs désormais instables de Versailles. Le chemin du retour n'était plus le même. Des passages s'étaient effondrés, d'autres étaient bloqués, et le palais lui-même semblait réagir à ce qui s'était passé en son sein. Mais il y avait autre chose. Les convertis, restés actifs, ne constituaient plus une menace coordonnée. Certains étaient immobiles, tels des statues abandonnées. D'autres erraient sans but, leurs mouvements désordonnés, fragmentés, comme si une partie d'eux-mêmes tentait encore d'obéir à des ordres qui n'existaient plus. Et, dans de rares cas, ils se sont arrêtés. Ils respiraient. Comme si quelque chose d'humain, enfoui sous des couches de contrôle, commençait lentement à émerger. Mais il n'y avait pas le temps d'observer. La révolution avait pris Versailles. Aux étages supérieurs, le spectacle était celui d'un autre effondrement. Portes défoncées, halls dévastés, symboles du pouvoir réduits en ruines. La foule avançait sans but précis, mue par l'impulsion, la colère et une faim accumulée. Mais maintenant, mêlé à tout cela, il y avait de la confusion, car l'ennemi qu'il s'attendait à trouver, la noblesse, le luxe, l'excès, ne correspondait plus à ce qu'il voyait. Il y avait quelque chose d'étrange à cet endroit, quelque chose que personne là-bas n'a pleinement compris. Marguerite traversa les couloirs dévastés sans hésiter, sa présence inspirant encore suffisamment de respect pour qu'elle ne soit pas immédiatement attaquée, non pas parce qu'on la reconnaissait comme noble, mais parce qu'il y avait dans son regard quelque chose qui détonnait dans ce chaos. Elle regardait. Je faisais des calculs, et j'ai compris. Ce n'était pas une victoire, c'était une période de transition. Étienne, à ses côtés, n'était plus en proie au doute. Son regard parcourut la pièce, porteur d'une autre perspective. Il ne cherchait plus de signes cachés, mais reconnaissait les conséquences directes de ses actes. Le système était en panne, mais pas en sens inverse, et c'est ce qui a fait toute la différence. En traversant l'un des grands halls, ils trouvèrent quelque chose qui scella cette compréhension. Un groupe de personnes, d'anciens convertis, étaient rassemblés, n'étant plus sous contrôle, mais pas encore totalement libres. Leurs mouvements étaient lents, leurs regards confus, comme s'ils réapprenaient à vivre. Certains pleuraient, d'autres se contentaient de fixer le vide. Et il y avait ceux qui n'ont pas réagi, coincés quelque part entre les deux. Marguerite s'arrêta. « Ils ne sont pas revenus », dit-il d'un ton froid et analytique. Étienne répondit après un bref silence. Ils n'étaient pas là pour revenir. La phrase n'était pas cruelle, c'est tout à fait vrai. Ce qui avait été fait là-bas ne pouvait être complètement défait. L'interférence avait perturbé le système, mais elle avait aussi mis en lumière les dégâts déjà causés. Et ces dégâts persisteraient. Lorsqu'ils sortirent dans les jardins, la scène finale était plantée. Versailles ardia, pas seulement par le feu, mais aussi par le sens. Le symbole du pouvoir absolu de la France était désormais un lieu envahi par des forces que personne ne comprenait pleinement. La Révolution avait conquis le palais, mais elle n'avait pas vaincu ce qui s'y trouvait. Je viens d'interrompre. Marguerite observait les flammes se refléter dans les vitres brisées, son visage illuminé par une lumière vacillante. « Ils ne le sauront jamais », a-t-il dit. Étienne n'a pas demandé qui, parce que je le savais. Le peuple, l'histoire.
Chacun verrait en ce moment le début d'une nouvelle ère, la chute de la monarchie, la naissance de quelque chose de différent. Mais la vérité est, ils seraient enterrés, aux niveaux inférieurs, dans des structures oubliées, et parmi les rares survivants qui l'ont porté. C'est peut-être mieux ainsi, répondit-il. Marguerite n'était pas d'accord, mais ils n'étaient pas en désaccord non plus, car au fond, ils savaient tous les deux que ce n'était pas une histoire de victoire. Il s'agissait de confinement, et la retenue n'est jamais permanente. Alors qu'ils quittèrent Versailles, se mêlant au flot chaotique de la Révolution, une dernière certitude s'imposa, silencieuse et inévitable. Le système était défaillant. Mais qu'a-t-il réveillé? Elle faisait déjà partie du monde, et il était impossible de revenir à ce qui existait auparavant. Des mois plus tard, ce qui restait de Versailles n'était plus un centre de pouvoir, mais un symbole vide, visité, pillé et réinterprété par une nouvelle France en quête de sens parmi les ruines. Mais ci-dessous, rien n'a été complètement oublié. Dans un lieu isolé, loin des regards indiscrets et des cartes officielles, un son irrégulier résonnait entre les pierres antiques, pas constant, incontrôlable, mais présent. Une respiration, lent, instable, et puis un mouvement, quasiment imperceptible, comme si quelque chose, interrompu, n'avait pas été entièrement terminé. Et si l'histoire n'avait jamais tout raconté? Versailles est devenu un symbole de la chute de la monarchie française, mais que se serait-il passé si la véritable horreur n'avait jamais été révélée? Et si, derrière la révolution qui a changé le monde, existait quelque chose d'encore plus sombre, caché, enfoui, mais jamais complètement anéanti? Maintenant, je veux savoir de votre part. Croyez-vous que certains secrets doivent rester cachés, même si cela implique de vivre dans le doute? Ou, eh bien, la vérité, aussi dérangeante soit-elle, doit-elle toujours être révélée? Donnez votre avis. Partagez cette histoire avec tous ceux qui apprécient les mystères obscurs et observez, parfois, ce qui a été interrompu attend peut-être simplement le moment propice pour revenir.